Bonjour et bienvenue dans ce numéro 26 de ma revue d'activité parlementaire en mode député. Dans cette revue, je reviens sur plusieurs textes que nous avons étudiés et examinés à l'Assemblée nationale au cours des dernières semaines, ainsi que sur une mobilisation importante de lutte contre les violences policières. D'abord, le premier texte dont je voudrais reparler aujourd'hui concerne la lutte contre les fausses informations. C'est une proposition de loi. Il y a deux textes en fait, une organique et une ordinaire, qui ont été présentés par le groupe de La République En Marche, que nous avions commencé à étudier il y a quelques semaines. Je vous en avais parlé dans une revue précédente. Comme nous n'avions pas fini l'examen lors de la journée qui est réservée aux niches parlementaires, nous avons repris cet examen ce mois-ci. C'est une proposition de loi qui a rencontré beaucoup de critiques de la part des journalistes, de la part des organisations de défense des droits et des libertés, parce qu'elle remet en cause plusieurs points sur la question notamment de la liberté d'expression et du droit à l'information. Donc c'est pour ça que vous verrez dans la vidéo qui suit que nous avons défendu des propositions pour véritablement permettre une meilleure liberté d'information, un droit à l'information, et nous nous sommes opposés au texte qui constitue, de notre point de vue et du point de vue de beaucoup d'autres, un recul en la matière. Je vous laisse donc regarder la vidéo et je vous retrouve juste après. Oui, Monsieur le Président. Donc cet article 2 étend les dispositions du premier article aux élections sénatoriales. Donc d'abord, on avait dit que ce n'était pas pour toutes les élections. C'était les élections qui avaient une dimension nationale. Donc pour les législatives, les présidentielles, les sénatoriales, les européennes, sauf les municipales, on se demande pourquoi, puisque quand même, ça a un impact national, c'est sur l'ensemble des collectivités. La distinction, je la trouve un peu problématique, c'est-à-dire qu'on a choisi des élections où on voulait que ça s'applique et d'autres sur lesquelles on pense qu'il n'y a pas de nécessité à protéger la diffusion de l'information. Je pense que là, il y a une contradiction importante. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, puisque les mêmes dispositions et les mêmes arguments s'appliquent sur cet article, c'est ce que a dit tout à l'heure la ministre et défendu par la majorité et que je trouve vraiment contradictoire. J'ai très bien écouté Madame la ministre, ici même et en commission, vous dites que vous voulez intervenir sur les plateformes, les outils de diffusion. Mais les médias traditionnels sont aussi sur Internet. Les médias traditionnels utilisent aussi les plateformes de diffusion massive industrielle. Donc, votre argument, non seulement, je reprends ce qui a été dit sur l'intentionnalité, elle ne serait pas en doute pour les journalistes et elle sera en doute pour tous les autres. Je trouve que c'est assez spécieux, mais surtout sur le fait qu'y compris la diffusion massive des dites fausses informations, elle se fait aussi via les plateformes des médias traditionnels et elles ont d'autant plus de force que beaucoup de gens continuent à accorder, même s'il y a un discrédit important, à accorder de la légitimité à ces plateformes-là. Et ça se fait pourquoi ? Peut-être pas pour de mauvaises intentions, mais parce que les conditions de production de l'information ne permettent pas ce travail de recherche, de croisement des sources, etc. Ça, c'est la réalité. Et là, ça montre le problème de votre loi qui est mal faite, mal organisée et qui, en fait, passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le droit à l'information et la liberté d'expression. Oui, merci Monsieur le Président. Comme nous l'avons indiqué depuis le début de ces débats, il nous semble que la source du discrédit politique et médiatique de notre époque, qui est y compris légitime, se trouve ses racines dans les productions, les conditions de production de l'information qui est délégitimée. Et c'est pour cela qu'il faut mettre plus de transparence et donner les moyens aux citoyens et aux citoyennes de vérifier d'où vient l'information par eux-mêmes. Par cet amendement, nous souhaitons donc que l'acquisition des parts dans un média se fasse de manière transparente vis-à-vis du public. Acheter des parts d'un capital d'une société spécialisée dans l'information n'est pas une acquisition anodine, puisqu'il s'agit, pour une personne nécessairement fortunée, d'acheter un moyen de diffusion de l'information, qui plus est, la plupart du temps, subventionné par des deniers publics. Les personnes amenées à consulter ces informations, lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices ou téléspectateurs et téléspectatrices, doivent nécessairement être en mesure de connaître les détenteurs des médias qu'ils consultent et par conséquent être également en mesure de ne pas avoir à effectuer des recherches particulières pour savoir si le média qu'ils ont l'habitude de consulter change de propriétaire même en partie.
Par ailleurs, l'acquisition d'une part significative du capital d'une telle entreprise est de nature à peser sur la ligne éditoriale de cette dernière, ce qui rend d'autant plus légitime la volonté des citoyens et citoyennes d'en être informés. C'est de cette manière, il nous semble, que nous parviendrons à permettre un véritable débat démocratique non biaisé, en donner plus d'instruments de transparence aux citoyens et aux citoyennes. Cela ne semble pas disproportionné. Vous-même, Madame la Ministre, vous avez insisté sur l'urgence démocratique, sur le fait qu'il y avait un danger extrêmement grave avec la diffusion de ces fausses informations. Nous répondons à votre appel en insistant sur, encore une fois, la question des conditions de production, des conditions de détention d'entreprises de presse qui ont les moyens, et y compris technologiques à travers des plateformes numériques, de diffuser malheureusement des fausses informations. Et c'est à cette urgence que répond le renforcement des dispositifs que nous proposons. L'un des derniers textes que nous avons étudiés en cette fin de session parlementaire est un texte très important dont je vous ai déjà parlé, le texte sur l'asile et l'immigration. Donc il a été étudié en première lecture au mois d'avril à l'Assemblée nationale. Ensuite il est passé au Sénat et il revenait là en dernière lecture pour son adoption définitive. C'est un texte qui a suscité beaucoup de critiques de la part des associations de défense des droits humains au niveau national et international, et de l'ensemble des collectifs de soutien aux migrants et aux migrantes, ainsi qu'aux réfugiés qui existent partout en France. C'est un texte contre lequel nous nous étions déjà opposés en première lecture, qui est revenu durci après sa lecture au Sénat, et donc contre lequel nous avons voté en lecture définitive, avec les mêmes arguments dont je vous avais déjà parlé, parce que ça remet en cause des droits fondamentaux, le droit d'asile, et parce que à la fois c'est inefficace et dangereux, ça rend la situation des personnes réfugiées, des personnes migrantes encore plus difficile et vulnérable. Ça ne règle absolument pas les problèmes, y compris administratifs et matériels que ces personnes rencontrent. Et ça a beaucoup légitimé toute la parole xénophobe de l'extrême droite, dont on a entendu des reprises de la bouche et du ministre et de membres de la majorité. Et donc ça alimente un climat extrêmement malsain et négatif, alors même que des dizaines et des dizaines de citoyens aujourd'hui font preuve de solidarité et parfois même se substituent à ce que devrait faire l'État, comme par exemple le collectif Solidarité Wilson qui intervient porte de la Chapelle pour aider les migrants et les migrantes en leur offrant un petit déjeuner. Et alors même que la solidarité justement est mis en cause à travers les procès intentés à Cédric Herrou ou à Martine Landry. Donc c'est une question importante pour les personnes concernées, les migrants et les migrantes, et aussi par rapport à nos propres valeurs, nos principes de respect des personnes humaines, de respect des droits des migrants. Donc voilà, pour toutes ces raisons, nous nous sommes opposés à ce texte et nous avons aussi élaboré des propositions alternatives, parce qu'une autre politique est possible sur ces sujets, une politique humaine, solidaire et réaliste qui répondrait, qui répond aux problèmes concrets. Et c'est ce que nous avons développé notamment dans notre brochure sur le sujet. Je vous invite pour voir les détails à vous rendre sur le site internet de la France Insoumise où vous retrouverez cette publication. Cette discussion générale, Danielle Obono pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Nous étions farouchement opposés à ce texte lorsqu'il est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Nous restons farouchement opposés à ce texte après le passage au Sénat et l'échec de la CMP. Non seulement parce que, cela a été dit, le Sénat a considérablement durci des mesures déjà dans le texte, malgré quelques exceptions que nous défendrons, mais la pente, et comme nous le disions déjà lors des premiers débats, la pente était déjà prise, et la suppression que nous défendrons de ces ajouts négatifs du Sénat ne remettra pas à l'équilibre un texte qui de toute façon, et cela a été dénoncé non seulement par nous et d'autres groupes d'opposition dans cette Assemblée, mais rappelons-le tout de même,
par l'ensemble des organisations de défense des droits humains, des associations d'aide aux migrants, des associations professionnelles d'avocats. Bref, cette loi, cela a été dit, est à la fois inutile et dangereuse. Elle est inutile parce que nous disposons déjà d'un certain nombre de dispositifs sur le droit des étrangers. Elle est inutile parce qu'elle ne répond pas aux situations de précarité, de vulnérabilité, de danger dans laquelle se trouvent aujourd'hui les migrants qui sont arrivés en France. Récemment, c'est dans le nord de Paris, à Porte de la Chapelle, où une évacuation avait été faite, où des évacuations sont faites très régulièrement, et où les migrants et les migrantes qui n'ont pas de structure d'accueil pérenne reviennent. Et là, il leur manquait des points d'eau parce que le gouvernement et les autorités avaient décidé qu'une fois évacués, ils disparaîtraient dans la nature, ou ils mourraient de faim sur les trottoirs de Paris. Et il a fallu une mobilisation à nouveau d'associations, de collectifs d'habitants, que je tiens à saluer à nouveau, pour que des points d'eau soient remis, pour permettre que des gens ne meurent pas de soif en plein été à Paris. Voilà la réalité, et à cette réalité, votre loi et vos dispositifs, même délestés des durcissements du Sénat, ne répond absolument pas et ne fait qu'empirer la situation. Et elle est inutile, comme je l'ai dit, elle est également dangereuse. Cela a été énoncé non seulement parce qu'elle a légitimé tout le discours de l'extrême droite et de la droite extrême depuis 20, 30, 40 ans, non seulement parce qu'elle s'appuie sur les mêmes fantasmes et les mêmes mensonges sur la réalité effective de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont aujourd'hui les flux migratoires, de ce qu'est aujourd'hui l'accueil des réfugiés en France, en Europe et dans le monde. Non seulement parce qu'elle crée un climat de tension et de désigner, encore une fois, les personnes migrantes qui ont besoin de protection, les réfugiés, comme les problèmes et comme la source de difficultés vis-à-vis de nos concitoyens et concitoyennes. Et enfin, parce qu'au niveau international, au niveau européen, on l'a vu, les résultats du dernier Conseil européen l'ont montré, elle s'inscrit, malgré toutes les dénégations du gouvernement et de la majorité, elle s'inscrit dans le durcissement qui se passe en Europe. Elle empêche toute distinction de la France d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est sur lesquels la France s'est alignée sur la question migratoire notamment, puisque en l'état, Emmanuel Macron était bien le dernier à pouvoir donner quelques leçons que ce soit aux pays d'Europe de l'Est ou à l'Autriche en matière de politique migratoire, puisque sa loi rentre exactement dans le type de vision et d'instrumentalisation politique qui sont défendues ailleurs en Europe et également aux États-Unis. Bref, il n'y a rien à prendre dans la version du Sénat comme il n'y avait rien à prendre dans celle de l'Assemblée nationale. Nous proposerons des amendements de suppression et nous reviendrons sur les dispositions, notamment sur la question de l'enfermement des enfants en rétention, qui a suscité tellement d'indignation quand il s'agissait de Donald Trump, parce qu'il est tellement plus facile de condamner quand c'est en dehors de notre pays que cela se passe, mais qui, comme le rappellent les associations, continue à se pratiquer en France. Des centaines d'enfants sont encore en rétention et tant que cet état de fait se poursuivra dans notre pays, nous resterons, de notre point de vue et du point de vue international, une honte par rapport à nos engagements et aux principes auxquels nous sommes censés répondre. Et pour nous, la décision du Conseil constitutionnel, et je finis là-dessus, est une brèche dans laquelle nous comptons nous engouffrer pour permettre d'élargir ce principe et faire en sorte, effectivement, que les devises ne soient pas que des mots au fronton des mairies, mais des réalités qui permettent de sauver, et je termine là-dessus, sauver la vie des gens qui ont besoin de protection et à laquelle nous faisons défaut actuellement avec ce type de proposition de loi, projet de loi. Je vous remercie. En réponse à l'intervention de M. Larrivé, dont nous reconnaissons au moins la cohérence, nous sommes radicalement opposés à ces propositions, mais comme nous le sommes avec celles adoptées à l'instant par la majorité de la commission des lois, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en introduisant cette exception mahoraise, on considère que, d'une certaine manière, Mayotte n'est plus la France, puisqu'elle ne s'y applique plus
le droit de la nationalité, comme cela s'applique sur le reste du territoire, ce qui est quand même pas rien, le droit de la nationalité. C'est un fondement essentiel de la communauté nationale. Et donc là, on vient d'ouvrir une brèche extrêmement grave. Et à partir de là, effectivement, les Républicains s'y engouffrent et sont malheureusement plus cohérents que la majorité. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement qui demande la suppression de la possibilité de maintenir des enfants non accompagnés en zone d'attente. En l'état du droit, les cas exceptionnels permettant ce maintien sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle. Conformément aux obligations issues du droit international, la France devrait privilégier des mesures de protection à l'égard de ces enfants et les admettre systématiquement sur le territoire afin que les services sociaux compétents puissent évaluer dans les meilleures conditions leur situation. Rappelons que l'article 37-B de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les États veillent à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi et n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Nous nous proposons donc, conformément à ces obligations relatives à l'intérêt des enfants, reprises par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, la Cour européenne des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie nationale de médecine, de supprimer toutes ces possibilités de maintenir des enfants en zone d'attente, quelle que soit leur nationalité, afin qu'ils soient admis sur le territoire en vue d'un placement en lien avec leur situation. Connaissons la réalité et j'entends ce que dit notre collègue Ali, la réalité de Mayotte, les difficultés que connaissent nos concitoyens et concitoyennes, les discriminations qu'ils subissent du fait du retard qui est pris en termes d'investissement social, d'investissement éducatif, le degré de chômage, de pauvreté. Et nous avons toujours été en soutien aux revendications, y compris des élus locaux et nationaux, sur ces points-là, pour demander que la République assure et assume l'égalité de tous les citoyens et les citoyennes, y compris et notamment dans les territoires d'outre-mer qui sont aujourd'hui malheureusement fort délaissés. Et c'est du coup en toute cohérence que nous maintenons notre opposition à cet article, parce que nous sommes avant tout pour maintenir l'égalité. Et vous dites que c'est une exception. Il nous semble que c'est une exception insupportable parce que c'est le type d'exception qui ouvre une brèche. Le droit de sol est déjà appliqué de manière souvent problématique. Le vrai droit de sol n'existe pas aujourd'hui dans notre pays. Il faut, y compris pour nos concitoyens et concitoyennes qui sont nés sur le territoire métropolitain, souvent surmonter beaucoup d'obstacles pour voir leurs droits qui soient respectés. Mais ce qui va être fait là, ce n'est pas une mesure qui va stopper l'immigration à Mayotte, parce que les raisons pour lesquelles, y compris des milliers et des milliers et des milliers de Comoriens et Comoriennes meurent aujourd'hui dans les eaux autour de Mayotte. Votre président parlait avec humour des fameux Kwassa Kwassa, dont vous savez aujourd'hui qu'ils transportent souvent à la mort des milliers et des milliers et des milliers de Comoriens. Les raisons pour lesquelles ces personnes partent continueront à exister. Et donc, pour nous, il faut garantir l'égalité républicaine en matière sociale, en matière économique, en matière de droit et y compris en matière de citoyenneté. C'est pourquoi nous sommes définitivement contre cet article. Merci Madame la députée. Par cet amendement, nous proposons de garantir un droit procédural qui nous semble fondamental dans le cadre d'une procédure de demande d'asile. En effet, par les alinéas de cet article, le gouvernement souhaite que l'étranger ou l'étrangère choisisse dès l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture le choix d'une langue durant tout l'examen de sa demande par l'OFPRA. Tout d'abord, nous estimons incroyable que le gouvernement soit en même temps en train de faire
et en même temps fait examiner la loi sur le droit à l'erreur, alors que ce sont justement les publics vulnérables et peu familiers de la langue qui devraient bénéficier de ce droit à l'erreur et être considérés de ce point de vue comme les autres justiciables. Ensuite, dans le détail, cette obligation fait fi de la réalité, de la complexité des situations des demandeurs et de demandeuses d'asile, non seulement en France, mais dans leur pays, la linguicité, le fait qu'on peut comprendre une langue de manière globale mais ne pas être familier, le fait que ça peut être une autre langue, un dialecte de son propre pays qui est la langue dans laquelle les personnes sont le plus à l'aise, et y compris sur des questions aussi sensibles que leur parcours migratoire. Enfin, il nous semble que l'intention de ce gouvernement est ici uniquement administrative, et d'ailleurs c'est ce qui est indiqué dans l'étude d'impact, puisqu'il s'agit avant tout de réduire les délais pour faciliter l'organisation des rendez-vous. Et pour un gouvernement qui prétend y compris rendre hommage, et on l'a beaucoup entendu en première lecture, au travail des agents de l'OFPRA, de la CNDA, il se trouve être très sourd justement aux demandes et aux revendications de ces agents qui ont beaucoup insisté, qui ont été mobilisés en grève pour expliquer qu'une bonne partie du problème, c'était en matière de délai, le fait qu'ils étaient surchargés de travail, et ils demandaient plus de personnes embauchées en statut, y compris stable et non pas précaire, pour pouvoir faire ce travail qualitatif. Donc si vous voulez réduire les délais, il faut plus de gens, il faut plus d'humains, et il faut surtout une attention particulière aux complexités, ce que vous ne semblez pas être prêt à faire. Merci Madame la députée. Nous proposons ici d'empêcher que des personnes d'ores et déjà en situation particulièrement vulnérable puissent être mises à la rue et privées de tout moyen de subsistance. Car le gouvernement semble en effet prêt à priver les demandeurs et demandeuses d'asile d'un montant nécessaire à leur survie si elles ou ils refusaient d'être envoyés dans une région qu'ils n'auraient pas choisie. Les conditions matérielles d'accueil normalement allouées aux demandeurs et demandeuses sont indispensables pour qu'elles puissent survivre dans des conditions dignes le temps de l'examen de leur demande et d'un éventuel recours. Il n'est donc absolument pas envisageable que ces aides de survie soient supprimées pour quelque raison que ce soit. Obliger un ou une demandeuse d'asile à se rendre dans une région qu'elle ou il n'a pas choisie peut en outre entraver l'examen de sa demande d'asile. C'est le cas par exemple s'il était jusqu'alors suivi par une association, car s'en retrouver éloigné pourrait affecter sa capacité à présenter un dossier complet et étayé. Nous rejoignons ainsi l'avis du défenseur des droits qui considère que ce dispositif conduirait à maltraiter les demandeurs et demandeuses d'asile en allant jusqu'à mettre leur vie en danger au prétexte de basses considérations budgétaires. Et d'ailleurs, comme le constatent chaque jour les associations et les citoyens qui apportent leur aide aux migrants aujourd'hui à la rue, dans le 19e arrondissement par exemple, ces mesures sont totalement inefficaces, puisqu'on retrouve ces personnes de toute façon qui reprennent le trajet de retour vers les lieux où ils étaient, où ils avaient des attaches et des repères notamment associatifs. Donc en plus d'être injustes, en plus d'être indignes, elles sont à nouveau totalement inefficaces. Merci Madame la députée. Au cours de l'examen de ce texte, entre la commission et la séance, Madame la rapporteure, vous nous avez dit, en citant, je crois, Emmanuel Macron, qu'il fallait en la matière légiférer sans émotion et sans colère. Sans émotion et sans colère. C'est bien un luxe que celles et ceux qui voient tous les jours de leurs yeux les effets des politiques que vous voulez si froidement mettre en œuvre ne peuvent pas se permettre. Dans ma circonscription, comme dans beaucoup d'autres endroits en France aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a énormément de colère. Le collectif Wilson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui regroupe des habitants et des citoyens, organisant des distributions de petits déjeuners porte de la Chapelle, a lancé, il y a quelques jours, un appel à l'aide. Il a déclaré ne plus pouvoir assurer le travail bénévole qu'il effectuait depuis 2 ans, porte de la Chapelle, dans un communiqué où la situation actuelle est décrite comme explosive. Je cite. « Nous, riverains et simples citoyens, intervenons porte de la Chapelle depuis 20 mois. Le matin, nous retrouvons des adultes, des femmes et des enfants seuls, des familles dormant à même le sol. Les migrants nous confient être réveillés la nuit par des policiers, frappés et gazés. Leurs effets personnels sont détruits, notamment des papiers, et dernière nouveauté, les chaussures sont confisquées. En 2 ans, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de couvertures et tentes fournies par les associations et les particuliers ont été détruites par les autorités. Nous venons de mener une énième bataille épuisante pour faire rétablir les quelques points d'eau mis à disposition des migrants. Sans compter que pour la 2e année consécutive, la ville de Paris ferme pour l'été les bains-douches des environs. Les conditions d'hygiène sont extrêmement préoccupantes.
Le collectif termine cet état des lieux en expliquant ne plus pouvoir maintenir le travail bénévole cet été au vu de la situation sanitaire et sécuritaire. Elles et ils en appellent, encore une fois, à la mobilisation collective et individuelle pour accueillir dignement les personnes que l'État laisse mourir en Méditerranée, dans les Pyrénées ou sur les trottoirs de la ville dite Lumière. Sans émotion et sans colère donc, mais avec une triste lucidité. Ça fait 4 mois que je suis ici, dans la rue. Il me reste que les os et les veines, il me reste que l'âme. Ces propos sont ceux d'un des nombreux mineurs isolés qui errent à la dérive dans les squares et les jardins de la Goutte d'Or à Paris. Sans émotion et sans colère, mais avec gravité. Ce sont les mots de la poétesse grecque Niki Ginari que m'a fait connaître notre collègue Mathilde Panot quand elle parle de ces spectres qui hantent l'Europe. Elle dit « De temps en temps, ils se retournent vers nous d'une réclamation incompréhensible, absolue, hermétique, figure insistante de notre généalogie oubliée, délaissée, personne ne sait où et quand. Dans ce vaste temps de l'attente, dans ce vaste temps, nous enterrons leurs morts à la va-vite. D'autres leur éclairent un passage de nuit. D'autres leur crient de s'en aller et crachent sur eux et leur donnent des coups de pied. D'autres encore les visent et vont vite verrouiller leur maison. Mais ils continuent, eux, à travers la suggestion, dans les rues de cette Europe nécrosée, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine, au moment même où des gens, observent le spectacle, depuis des cafés ou les musées, des universités ou des parlements. Sans émotion et sans colère, mais avec courage, raison et lucidité, je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à voter avec nous contre ce projet de loi. Voilà, c'est tout pour cette 26e édition de la revue parlementaire en mode député. Je vous invite, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, à mettre des petits pouces bleus pour traduire votre intérêt et satisfaction, et puis à diffuser largement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue de mon activité parlementaire.